C'est pour ça que j'adore le théâtre J'imagine. aussi. La troupe, c'est ce qu'il y a de plus. C'est pour moi ce qu'il y a de plus beau. Parce qu'on se nourrit les uns des autres. Oui, on se nourrit C'est ça. les uns des autres. Donc on grandit ensemble. Ouais. Et puis j'aime bien les gens. Tout bêtement. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est bien. Tout le monde entier de toute la planète Terre a un jour entendu cette voix, vu ce sourire, aperçu ce visage. Enfant de la balle, Patrick Préjean fréquente les planches et les studios depuis son enfance. Lui qui a tourné avec Bourvil, De Funès, Belmondo et Galabru, Claudia Cardinal et Brigitte Bardot, donne de la voix sur Il était une fois et son nabo, Tigrou de Winnie l'ourson, Sylvestre et Sam le pirate des Looney Tunes. Le comédien multifacette est aussi dans La famille de la jungle, Toy Story ou Les zinzins de l'espace, et prête régulièrement son timbre à John Lithgow et parfois à Steve Martin. Dans les années 70, Patrick joue face à la caméra des plus grands, Christian Jacques, Jean-Paul Rapneau, Gérard Houry, Jacques Demy, Marcel Camus. Aimant les bons artistiques, il passe du maréchal des logis Perlin à Cyrano de Bergerac, qui lui a valu une nomination aux Molières. Et depuis 2023, il officie à la télévision dans Scène de ménage. Je rappelle que cette liste est non exhaustive et que pour les intéressés, il y a les pages Wikipédia et Res Doublage, ainsi que toutes les interviews que Patrick a données par le passé. Pour ma part, je préfère proposer un plat simple, cuisiné maison, et non du réchauffé. Alors vous voilà conviés, à table. Raymond DeVos aurait pu dire « J'ai fait un pari à Paris, j'ai perdu, j'ai pari ». De nos jours, quelle grande figure du divertissement nous manque le plus d'après toi qui as croisé la route de personnages sympathiques? Tu parles de Raymond DeVos? Ouais. Ben oui, évidemment Raymond DeVos, pour qui j'avais une admiration pour son sens du 1203e degré. C'était extraordinaire. Ouais. Il écrivait merveilleusement. Non, et puis des gens comme Bourvil manquent beaucoup aussi. Parce que Bourvil dégageait une telle humanité, une telle puissance comique également, une possibilité de passer d'un rôle à l'autre, le temps de faire ça. Mais il y en a une qui était comme ça, qui peut-être aurait pu faire une carrière un peu différente, mais qui avait choisi, pour X raisons, c'était Annie Cordy. Ah oui. Annie Cordy, elle d'un seul coup, c'était l'Auguste, et le temps de claquer dans son doigt, elle passait au dramatique et tout le monde avait les larmes aux yeux. Moi, je l'ai vue dans un concert au Casino de Paris. Elle faisait Tata Yo-Yo. Ouais. Et puis après, elle chantait une chanson sur les Juifs qui étaient bloqués au Palais des Sports à Paris. Ouais. Et tu te dis, tiens, ça me fout la chair de poule. Ça va, il marche? Très bien. Ça me fout la chair de poule. Et toute la salle était pétrifiée. Donc elle était capable de ces grands écarts culturels incroyables. Ouais, c'est marrant parce que tu parles de Tata Yo-Yo, effectivement, on pense à Annie Cordy, on pense à Tata Yo-Yo. Bien sûr. Mais elle avait une profondeur de jeu énorme. dramatique ouais. qui est assez insoupçonnée. Effectivement, je regrette, j'aurais adoré discuter avec elle. Pauvre petite dame. On pense à elle. Si tu devais raconter ton choix d'être comédien comme une histoire, comment commencerait-elle ? Oh il était plusieurs fois. Ah ouais. T'as pas qu'un début, t'as plusieurs souches, t'as plusieurs racines. Je pense que moi je suis pour la pluralité des choses, philosophiquement, artistiquement. C'est une histoire de survie ou t'as pas peur de te perdre en route? Non, moi ça m'amuse au contraire. Disons que si j'avais été sportif, professionnel ou pas professionnel, parce que j'aurais été décathlonien, tu vois. Ah ouais, oui. Pour en faire plusieurs à la fois. Ouais. Pour faire des choses différentes. Pas à la fois, mais des choses différentes les unes après les autres. T'as peur de t'ennuyer? Non. C'est l'envie de la découverte. L'envie de l'exploration, de personnages différents, qui vont des fois t'apporter 10 000 choses, et qui quelquefois vont te laisser dans un état épouvantable. Quand tu repenses à tes débuts, quel souvenir te revient immédiatement? Mon vrai début, je n'ai pas fait exprès, c'était justement avec Bourvil. Et j'avais 8 ans, 9 ans. Ma maman était comédienne, elle s'appelait Lisiane Ray, on l'appelait la plus belle rousse de Paris. Sacré titre. Et elle jouait une opérette avec Bourvil en tournée en Belgique qui s'appelait Le Maharaja.
Et elle m'avait emmené avec elle un week-end avec ma grand-mère. Et on a été la voir en matinée, bien sûr. À l'entracte, on est monté dans la loge, on a embrassé maman. Et puis moi, j'étais très, très intéressé par tout ce que je voyais. Alors, tout ce que je te raconte là, j'ai des souvenirs et je les mélange avec ce qu'on m'a raconté. Ah, marrant, ok. Et puis, à un moment, j'ai dû en avoir un peu marre. J'ai regardé autour de moi. J'ai vu la porte était ouverte. Alors, il paraît que d'un seul coup, on me cherchait partout et on savait pas où j'étais. Et je me suis retrouvé dans un espace noir où je pouvais quand même distinguer des arbres, des maisons en bois ou en carton, tu vois. Et puis j'étais très intéressé par tout ça. Et d'un seul coup, j'ai été interrompu. Il y a un grand orchestre qui a joué un morceau. La lumière m'a inondé et j'ai vu un rideau se lever devant moi. J'étais sur le plateau, sans le savoir, et tout le monde me cherchait partout. C'est mon premier éclat de rire dans la salle. Ça, je m'en souviens, là. Après, on m'a raconté que Bourvil était vite arrivé. Il m'a pris. Il fait, excusez-le, c'est le fils de ma partenaire. Il s'est trompé d'endroit. Il m'a dit, enfin, mon petit bonhomme, et tout ça, voilà. Voilà mes vrais débuts. C'est involontaire. Extraordinaire. Ouais, mais c'est fabuleux parce que ça donne le là pour ta carrière, oui, en fait. Oui, c'est incroyable. T'as toujours eu c'était de la fascination, de la curiosité, ce que tu voyais autour de toi? Ah oui, de la curiosité, fascination, le mot peut-être un peu fort, mais intérêt, mais qu'est-ce que c'est que ces choses-là? J'aime bien regarder, écouter. Et voir maman sur scène, ça fait quoi? C'est bouleversant, c'est formidable. Mais tu sais, moi je suis un enfant, un vrai enfant de la balle. Donc mes parents étaient comédiens, mon parrain était chanteur. Je suis vraiment de la roulotte. Comme en plus j'ai fait du cirque après, j'emploie ce mot à dessein. Est-ce que y a pas une je cherche le terme exact. Oui, je m'inquiète là. Est-ce que c'est de la Qu'est-ce qui se passe quand on voit sa mère sur scène qui joue un personnage? Est-ce qu'on se dit... parce que 8 ans, certes, on a toute sa tête et on fait la différence, on fait de la distinction, mais est-ce que c'est bizarre, maman, elle n'est pas pareille que d'habitude? Oui, parce que non, mais pour moi, c'était un jeu. Et comme ce jeu semblait donner du bonheur, du sourire et des rires aux gens, tout ça restait très plausible. Et voilà. Ok, ouais, c'est marrant. Si ton enfance était une pièce de théâtre, quel en serait le titre? L'oiseau bleu de Maeterlinck. Pourquoi? Parce que de façon différente, durant toute mon existence, j'ai toujours été à la recherche de l'oiseau bleu ou de l'inaccessible étoile, comme Cervantes dit dans Don Quichotte. Ouais. Donc, ça serait probablement ça. Il y a un firmament vers lequel tu tends? Oui, appelons ça un firmament, appelons ça le Xème élément, appelons ça l'infini. C'est quoi? C'est pour t'élever? Ou il n'y a pas, comme Don Quichotte, hein, il s'est usé à combattre des moulins. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on se dit le firmament c'est loin quand même, ça fait longtemps que je pédale? Oui, c'est vrai, mais t'as toujours regardé naturellement j'ai envie de pédaler, donc je continue. T'aurais dû faire le Tour de France, c'est ça le sport que t'aurais j'ai fait j'ai fait dans ma jeunesse, j'ai fait plein de sports, j'ai fait du vélo, j'ai quand même réussi l'exploit. Je fais partie d'une association qui s'appelle Mécénat Chirurgie Cardiaque, tu vois. D'accord. Et j'ai fait une course de gentleman à Nice avant une étape du Tour de France. Il y avait Belmondo, il y avait Laurent Gérard qui se foutait de ma gueule. Et j'ai réussi quand même à me casser la figure
non pas en roulant, mais à l'arrêt. La course était terminée et j'ai vu mon épouse, ma ravissante épouse, venir vers moi, pardon. Je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai pas pu enlever mes cale-pieds et paf, je me suis cassé la gueule et je me suis fait un pneumothorax. Et à partir de là, j'ai eu un traitement pour le cœur. C'est quand même extraordinaire quand tu fais ça pour une association qui est une association caritative pour le cœur. Ça fait sens quelque part. Oui. La boucle est bouclée. Il y a une cohérence. Voilà, mais ça. Je me serais bien passé de ce petit détail. J'imagine. Mais bon, pour l'amour, qu'est-ce qu'on ferait pas? Tu as tourné dans Le Cerveau de Gérard Houry, oui. Peau d'âne de Jacques Demy, oui. Les Pétroleuses de Christian Jacques, oui. Les Mariés de l'an 2 de Jean-Paul Rapneau et Le Mur de l'Atlantique de Marcel Camus. Entre autres. Qu'est-ce que ces rencontres t'ont enseigné? Là, les choses dont tu parles là, il y en a un ou deux qui pour moi sont mes films de fête. Les Mariés de l'an 2, par exemple. On est parti en vadrouille pendant 2 mois et demi dans les Carpates, tourné là-bas avec Belmondo, qui était un homme exceptionnel. Je le redirai jamais assez. C'était vraiment un mec fabuleux, humainement, d'une simplicité, d'une compréhension. Jamais il avait la tronche comme ça. Et on a fait toutes les conneries possibles et imaginables, que c'était pas un triste, tu vois. Et imagine, un soir, je tournais Les Mariés de l'an 2, donc en Roumanie. On était dans un grand hôtel, l'Athénée Palace, quand même pays dirigé par Ceausescu à ce moment-là. C'était pas de la rigolade, tu vois. Et puis on avait dû boire un petit coup de trop, peut-être. Et on est très très gai avec Belmondo, avec son maquilleur Charlie Coubet-Serian, et avec Sami Frey, qui est un acteur superbe que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, mais qui n'est pas un rigolo, tu vois. Et on était faits tous les trois et on jouait à chat perché dans le hall du palace. Imaginez Sami Frey en train de sauter sur un meuble et de faire perché, chat, et complètement barjot les mecs. Ouais, ça fait des beaux souvenirs. Oui, c'est des beaux souvenirs. Et ces grands réalisateurs, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté? Ils m'ont apporté d'abord l'écoute à un vrai talent, m'apprendre à moi aussi à écouter. J'ai appris beaucoup de choses dans ma vie, je crois, en regardant et en écoutant. Peut-être autant que ce qu'on m'a appris en théorie, ou au conservatoire, ou dans les cours. Non, c'est très important de s'intéresser à ce qui se passe en face de vous. Tu parles dans la vie ou tu parles pour le métier de les comédien? deux. Ouais. Dans la vie, tu prêches un converti. Et je trouve qu'il y a une belle corrélation. On dit c'est vrai que c'est un métier spécial. C'est vrai que c'est un métier plein de choses merveilleuses et choses très dures, mais souvent les ingrédients que j'essaye d'y mettre sont les ingrédients que j'essaie de mettre dans ma vie. C'est tout bête. Est-ce que c'est des formations professionnelles ou est-ce que c'est au contraire, c'est toi qui amènes ta propre vie pour nourrir tes rôles? Peut-être que c'est moi qui essaye de nourrir mes rôles. J'ai pas de certitude dans tout ce que je suis en train de te raconter, mais je suis pas loin d'y croire quand même. C'est des enseignements qu'on t'a appris ou c'est toi qui l'as compris en faisant? On a essayé de me l'apprendre. J'étais un très mauvais élève pendant longtemps. Et puis, on m'a dit des choses chez moi de gens que j'aimais ou que j'admirais qui sont restés gravés tout le temps et j'essaye de ne pas les oublier. Je dis toujours j'essaie, parce que la vie c'est pas blanc ou noir. C'est pas binaire la vie, C'est pas un long fleuve tranquille non plus. Est-ce que il y a une leçon en particulier que
qu'on t'a transmis et que tu as gardé toute ta vie? Oui, le respect, l'écoute des autres. Ce qui est la base de la vie, enfin en tout cas on l'espère. Oui, mais l'écoute des autres, ça s'apprend un peu aussi parce que dans mes mouvements quotidiens, dans mes rencontres, tout ça, c'est difficile de voir quelqu'un qui sait écouter. Pourquoi tu penses? Parce que je le ressens, et puis je vois que souvent, quand tu parles avec quelqu'un, je commence à me douter que la personne pense à sa réponse et n'écoute plus ce que je dis et veut répondre trop vite. Est-ce que tu crois que c'est une histoire d'ego? De peur de paraître pas comme on a envie qu'on paraître? Non, c'est pas... Non, un manque de respect? C'est pas vrai. Peut-être un manque de respect, mais un manque de respect souvent inconscient aussi. Et puis, ça dénote une angoisse chez les autres. Enfin, cette angoisse que j'ai aussi, moi, on a beaucoup d'angoisse souvent dans la vie et ils ont tellement peur peut-être de pas être à la hauteur en répondant, qu'il faut essayer de trop paraître souvent. Ouais. Moi, j'ai de la chance. Excuse-moi, je te coupe. Moi, je fais un métier où il faut paraître. C'est ce que j'allais dire. C'est pas le propre du comédien de paraître? Donc, oui, mais ce qui est intéressant, c'est de paraître sur scène. Après, il faut changer complètement son fusil d'épaule et être le plus possible soi-même. Du coup, tu exorcises tes démons sur scène et puis après, tu fais... Exactement. Ok. C'est pas mal, je comprends. Tiens, tu peux orienter un tout petit peu le micro vers toi? Mais bien sûr. Alors, il est un peu... Ouais, super. En bon cabotin, je vais orienter le micro vers moi. C'est bien. Que dis-tu quand tu dois décrire ton métier? Alors d'abord, que c'est le plus beau métier du monde et qu'après, c'est un métier très, très dangereux. Dangereux? Oui, dangereux pour soi-même. Parce que à quel niveau? Il est à la réception de toutes les flatteries, et que ça, c'est très dangereux, les flatteries. Il faut du temps pour apprendre à gérer. À ne pas les prendre au premier degré. Est-ce que on est obligé de tout le temps de pas les prendre au premier degré? Est-ce qu'on peut pas en prendre une partie? Si, je suis d'accord. Si, je suis d'accord. Mais là, tu me rejoins quand je te dis que la vie n'est pas binaire. Oui. Là, je suis entièrement d'accord. Donc, sur un compliment, mettons, à puissance 10, faut en prendre 2 et puis en laisser 8? 3. Ah, 3, c'est bien, c'est bien. Ok, 3, quand même. C'est bien. Ce qui est agréable, il faut faire attention, il faut être très vigilant dans ce métier. Parce que tu as des gens qui viennent te dire « Ah, vous êtes vous êtes un grand comédien, tout ça. » Alors, je m'accorde le droit de penser pendant, 1 minute que je suis un grand comédien. Et ça me suffit. Et après, je retombe sur terre un peu. D'accord, je vois. Ok, je vois la technique. Okay. On recommande alors cette technique. Apparemment, ça marche très très bien. Le maréchal des logis Perlin, dans Le Gendarme et les Gendarmettes, aux côtés de Louis de Funès. Oui, chef. Paf. Doit être le rôle qui t'a offert le plus de débouchés, non? Le plus en vue, peut-être? Non. Non? Non, je crois que... Oui, il en fait partie, parce que c'est un très grand film populaire. Mais je crois que c'est un ensemble de choses... Fort heureusement, mais ouais. Je me disais, avec une telle diffusion à l'époque, ouais. Ça a dû avoir un vrai impact. Oui, c'est ça. Non, le gros impact de ma moitié de carrière, je crois, c'est quand j'ai joué Cyrano de Bergerac au théâtre. Ok. Là, t'as senti une vraie différence? Ah oui.
Dans quoi? Dans les propositions dans les propositions, dans le regard des gens, dans l'écoute des gens. Donc tu serais passé de quoi? D'un acteur qui fait Tigrou à quelqu'un de sérieux, de dramatique? C'est plus que ça, sérieux, dramatique, c'est à quelqu'un capable de ressortir les 1001 sentiments qu'il y a dans un des plus beaux personnages du théâtre mondial. Mais je suis très très fier de jouer Tigrou. Évidemment. Et ce qui est extraordinaire, tu vois, la beauté du truc. Et ça, là, j'ai beaucoup de chance. C'est un peu crevant psychologiquement et physiquement, mais c'est quand même de partir enregistrer Tigrou. De 10h du matin à 15h, et après de filer au théâtre pour se préparer pour jouer Cyrano de Bergerac. C'est ça, la diversité, la richesse du métier. C'est merveilleux. Oui, on parlait de ce grand écart de Annie Cordy. Oui. C'est le même, grosso modo. Oui, exactement. Ah oui, ça doit être une sensation très particulière quand même de passer de l'un à l'autre. Oui, mais oui. Mais c'est chouette. Vraiment. Mais probablement exutoire, j'ose l'imaginer. Oui. Je parlais il y a 2 jours avec un comédien avec qui je travaillais, qui a bien connu Pierre Mondy. Ah oui. Et il me disait que Pierre Mondy lui racontait que, effectivement, le matin, il faisait des dramas radiophoniques. Ah oui. Et puis l'après-midi, il était en studio pour tu sais, au but de Chaumont, là, pour la télé. Pour la télé, oui. Et puis le soir, il était au théâtre. Et puis vers 2h, 3h du mat, il allait bouffer avec les copains. Et rebelote, le lendemain, ça recommençait. Ouais. C'est pas fou, en fait, cette vie C'est complètement fou. Moi, je l'ai fait, ça. Et j'ai fait des grands écarts au début de ma carrière, je me rappelle. Je faisais un numéro de cabaret avec un comédien qui est devenu mon ami, qui s'appelle Gilles Brissac. Alors, Brissac et Préjean, on faisait des trucs dans le style, en gros, sans prétention, hein, Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, dans cet esprit-là, ça marchait bien. Et puis, donc, j'étais, attends, le matin, je me levais, j'allais faire de la figuration dans 2-3 films, tu vois. Ensuite, l'après-midi, je retourne, je tournais encore. Non, je faisais un tout petit peu de doublage où je tournais. Ensuite, je jouais un acte ou un acte et demi dans une pièce au théâtre, et je finissais par 2 ou 3 cabarets. Des fois un sur la rive droite et un autre sur la rive gauche. Alors il y avait cette envie merveilleuse de toucher à tout, mais j'avais aussi besoin de bouffer. Donc je ne pouvais pas me contenter que d'une seule discipline, et il fallait que on passait par là, car je me suis marié très tôt, trop tôt, mais très tôt. Quand tu parles de manger, c'est matériel ou c'est aussi matériel. Ça peut aussi nourrir la bête. Ça nourrit la bête, tout nourrit. Et les trucs mauvais, les trucs bons. Mais là, il fallait. J'avais eu des petits problèmes de famille. J'étais fâché avec mon merveilleux père, et je regrette de lui avoir fait tellement de peine à ce moment-là. Il le méritait pas, mais tu étais jeune, j'ose imaginer. J'étais jeune, oui, très jeune, et il fallait que je me débrouille par moi-même. Donc il fallait aller au charbon, quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça qu'il faut se méfier de se foutre trop souvent de la gueule des gens qui font des choses alimentaires. Il y en a qui ont la possibilité de ne plus faire de choses alimentaires et qui continuent à faire un peu n'importe quoi, c'est dommage. Mais tu peux pas en vouloir à quelqu'un de faire des trucs, parce que il doit vivre, il doit bouffer, il doit ramener de l'argent à la maison. Car je me suis marié donc très jeune, comme je t'ai dit. Voilà, donc il faut respecter
il faut respecter les situations de la vie. Et encore une fois, les situations de la vie, c'est en respectant le plus possible les gens et en essayant de se respecter soi-même que, voilà. Est-ce que tu as évoqué ton papa? Oui. Tu as parlé un petit peu de ta maman. Est-ce qu'il y avait quelque chose chez toi de l'ordre de « il faut absolument que je réussisse pour leur prouver que je vaux quelque chose » ? Non, du tout. Tout ça s'est fait beaucoup plus naturellement. J'étais dans ce contexte. J'ai eu envie de continuer dans ce contexte et de ne pas le quitter. Point barre. Ok. Alors, c'était très organique. J'ai pensé à tout ce dont tu me parles là. Et je me suis dit, essayer de devenir à tout prix ce qui était mon père, ça me semblait compliqué, monumental, parce que c'était vraiment une très très grande star. C'était le Belmondo de l'époque. Et je me suis dit que je pourrais être certainement très heureux en devenant un authentique artisan de ce métier. Après, on laisse la vie faire, un rôle, une tendance par rapport à un style un style de jeu dans notre art, par rapport à certaines personnes plus influentes que d'autres, par rapport à certaines connaissances. Mais au départ, c'est pas du tout ça. C'est très 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 basique. Ok, il n'y avait pas la pression du nom de famille du tout alors. Du nom de famille. Il y avait quand même la pression du nom de famille, mais je trouve qu'on peut tout à fait respecter son nom de famille sans passer par forcément les choses exceptionnelles qu'ont fait les autres avant vous. Ok. C'est clair ? C'est rassurant en tout cas. Oui, c'est clair. Oui. J'ai évoqué le gendarme et les gendarmettes. Ouais. Louis de Funès, la légende. Ah. On le savait exubérant à l'écran, on le devinait réservé à la ville. Quel souvenir gardes-tu de lui ? De quelqu'un de réservé à la ville, de très poli, de très bien élevé, de timide, presque. Et quand on disait moteur, ça explosait comme un feu d'artifice. Par contre, ce que je peux peut-être rectifier un peu, c'est quand on dit qu'il était désagréable et qu'il avait mauvais caractère. C'est faux. C'était seulement un perfectionniste. Et les perfectionnistes... Ils sont exigeants envers eux-mêmes. Ça en gonfle beaucoup quand on n'est pas perfectionniste soi-même. Quand on a un poil dans la main, tu veux dire. Sans aller jusque-là, mais voilà, c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui faisait refaire des prises parce qu'il estimait que... D'abord parce qu'il a la possibilité... Oui, il en est arrivé, et comme il a dû bouffer pas mal de vaches enragées avant, il voulait que ce soit parfait. Parce qu'il a percé très tardivement finalement. Ah oui, entre 52 et 55 ans, je crois. Ouais, c'est fou. Oui. Donc il a bien connu la galère. Ah, totalement. Tu crois que ça vient de là, son humilité ? Je pense que ça peut venir de là. Moi, il me fascine. Oui. Alors, je pense qu'il a fasciné la France entière. Il est fascinant. Pour moi, j'emploie rarement le mot génie. Mais pour moi, De Funès, c'est un comique génial. Je le mets sur le même, dans des catégories un peu différentes, peut-être avec la sensibilité, la tendresse un peu moins exacerbée. Il n'a pas eu l'occasion beaucoup de montrer ça. Mais je le mets sur un piédestal comme Chaplin presque, même si c'est très différent. Pour moi, c'est un comique hallucinant. C'est un feu d'artifice permanent. Ça devait être quelque chose d'être sur un plateau avec lui et de voir ça en vrai, énergie débordante tout d'un coup, qui explose comme un geyser, comme un volcan. Ah oui, exactement.
Ben, c'est ce que je te dis. J'ai beaucoup regardé, beaucoup écouté ces gens-là, et j'ai eu la chance de les côtoyer et d'en côtoyer plein. Si tu savais l'épisode exceptionnel, j'ai des films que je te disais, des films faits. Les pétroleuses, j'avais 25 piges, j'étais nourri au biberon du western. Oui. Je suis engagé dans un western avec Michael J. Pollard qui venait d'avoir l'Oscar du second rôle dans Bonnie and Clyde, Monsieur Christian Jacques, un des plus grands metteurs en scène, et Brigitte Bardot et Claudia Cardinal, et je joue un cow-boy, et je suis à cheval dans la steppe autour de Madrid, mais c'est... J'ose pas imaginer. Nous allions de temps en temps en boîte avec Georges Belair qui jouait mon frère et avec Claudia Cardinal et je dansais avec Claudia. Et à un moment je me disais, tu devais faire des jaloux, hein. Je me disais en dansant, je vais me réveiller. Mais bien sûr. Je vais me réveiller, tu vois. Un rêve. Un rêve éveillé. Un rêve. Ouais. Et Brigitte était très sympa aussi. Très sympa. Beaucoup plus dans ses problèmes, mais... C'est quoi ces problèmes de la vie sentimentale, enfin de la vie privée, tu veux dire? Dans sa vie privée, je pense. Il me semble qu'elle avait beaucoup de problèmes avec certains hommes parce que elle devait penser que ces hommes venaient uniquement parce qu'elle était Brigitte Bardot. Ouais. Mais elle avait envie d'être aimée simplement, Brigitte. Ouais, ça devait être une vraie souffrance pour elle, je pense. Ah ouais, une vraie souffrance. Je pense que c'est le lot, malheureusement, de toutes les belles femmes, les plus belles femmes du monde. C'est qu'elles sont un objet de désir, qu'on les objectifie, comme on dit. Et qu'on les voit comme un diamant rare et qu'on a envie de posséder, en fait. Exactement. Ouais, ça doit être terrible. Mais qu'est-ce que je me suis régalé, alors, quand on allait prendre des bains dans la piscine, on habitait le même hôtel, tu vois, et elle venait se baigner avec nous. Et je me souviens, quand elle remontait à la petite échelle de la piscine et que je voyais cette chute de rein sublissime, je me disais, t'es en face d'un des plus beaux tableaux du monde, tu vois. Ah oui, un tableau vivant, juste là en plus, à qui tu peux parler, ça devait être quelque chose. Ouais, incroyable. Ouais, t'en as vécu des souvenirs. Je pense qu'à l'époque, si t'avais eu les portables comme on a aujourd'hui, t'aurais été en train de prendre des photos, mais en permanence. Ah oui, probablement. En permanence. T'as jamais été dans la photo? Ça t'a jamais tenté d'être sur les tournages et de prendre des photos comme ça Oh, j'en prends. Ça t'arrive? Oui, ça m'arrive. En argentique, t'as un vieil argentique? Hein? Un vieil appareil argentique que tu as? Ah non, tout bêtement. Avec un appareil numérique, portable, ok. Ok. Ouais, non, mais à l'époque, dans les années, c'était quoi, 70, tout ça? Ça devait être quoi, les pétroleuses? Ça devait être, non, un petit peu... Oui, en fait, oui, c'est ça, oui. Oui, parce que tu parles de l'héritage des westerns qui est plutôt 50-60. Oui, à peu près, oui. 72, 73. Alors ça devait être c'était pas un smartphone, c'était une caméra Super 8 ou... Ah oui, exactement. Mais ça devait être, ouais, enfin bon, incroyable. À l'époque, comment se vivait un tournage par rapport à aujourd'hui? On pouvait s'amuser beaucoup plus, il me semble. C'est quoi, c'est le temps qui était... Le temps. On avait plus de temps. Et il y avait une forme d'insouciance que l'on a eu beaucoup de mal à retrouver. T'es pas le premier à me parler de cette insouciance de cette époque. Ah oui. Uniquement sur les tournages ou aussi dans la vie normale, réelle? Beaucoup sur les tournages et beaucoup sur les tournages. Alors que tu me parles de stars mondiales, là. Brigitte Bardot, Claudia Cardinal. Comment on mêle insouciance et travailler avec les gens les plus inaccessibles qui soient? Parce que ces gens qui ont l'air très inaccessibles, des fois, arrivent à trouver des plages comme toi et moi, et commencent à s'améuser aussi, comme des potaches, et ça c'est formidable. On a du mal à l'imaginer, bien sûr. J'ai tourné avec Jean Carmet, Bah oui.
avec du philo. Mais tu peux pas savoir les conneries qu'il faisait sur un plateau. On tournait un merveilleux parfum d'oseille avec Yves Régnier, et il y avait toute une bande de Françoise Roset, Francis Blanche, Michel Serrault, ils étaient tous là. Et tu vois, l'entourage, jamais. Et un jour, je quitte le plateau et je monte dans les loges pour me démaquiller, hein, et j'entends du bruit dans une des pièces du château dans lequel on tournait, et j'entends oui mon père, alors voilà, je lui ai mis la main aux fesses et je lui ai touché les seins, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Une confession? Et ils étaient simplement deux, Carmet à genoux et du philo, qui lui dit, très bien mon fils, je vais vous donner l'absolution. Voilà. Ils prenaient le temps de faire ça. Maintenant, les producteurs sont, allez, ouais. moteur. Et si t'es pas un acteur rapide, t'es cuit à notre époque. Ah oui. Il faut avoir énormément de talent et pouvoir le sortir très vite. Mais le talent, ça demande du temps, non? Hein? Le talent, ça demande du temps, non? Ça dépend pour qui. Alors, là aussi, on n'est pas du tout à la même enseigne. Oui. Il y a des gens qui prennent beaucoup de temps à faire venir leur talent. Il y en a d'autres qui ont une expression spontanée comme ça. C'est la diversité des gens, diversité des races. Oui, tu parlais de De Funès, je pense que lui, il devait être, il aurait été au taquet à cette époque. Ah oui. Allez, faut aller vite, lui, j'imagine, ça lui convenait. Ouais. Ouais. Quelle est la scène la plus mémorable que tu aies vécue sur un plateau? À part l'absolution de Jean Carmet. Alors là, qu'est-ce que j'ai pu... Ah, c'était sur un plateau de télé, je crois. C'était mon premier grand rôle. Ça s'appelait La main coupée de Blaise Cendrars. D'accord. Qui est un roman magnifique. Et là, il y avait de grands moments d'émotion, de très 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 belles scènes entre les poilus de la guerre de 14, dont j'étais le sergent, tu vois. Et oui, je crois que c'est la main coupée. Tu mets, sans parler de hiérarchie, tu mets une... Là, on parle j'ai parlé de la mémorabilité. Oui. Tu mets des scènes dramatiques au-dessus, des scènes comiques? Non. Mais c'est celle qui, tout simplement, t'est venue en premier. Oui, c'était mon premier grand rôle dramatique. Ah, c'était pour ça. C'est peut-être pour ça. Ouais. C'est la première fois qu'on t'a pris au sérieux, entre guillemets. Comment est venu le doublage? Le doublage, il est venu 10 ans après mes débuts, je crois, 8-10 ans. Il y a un monsieur qui s'appelait Monsieur Cholodenko, Ok. qui avait un studio rue Marcadet. D'accord. Qui existe encore, et qui est venu me voir au théâtre. Et après, il est monté dans ma loge. Il m'a dit, vous avez une voix intéressante, monsieur Pléjean. Il parlait comme ça, Cholodenko. Si vous voulez bien faire un essai avec moi, j'y suis allé. Et ça a bien collé. Et puis, j'ai fait beaucoup de doublage. Tu connaissais le doublage? En tout cas, en termes de renommée? Oui, il n'avait pas une renommée extraordinaire à cette époque. Ça qui est fou. Là, ça a fait un bond, mais prodigieux. Oui, on ne sait pas pourquoi, mais... Là, au début, les acteurs qui faisaient du doublage étaient montrés du doigt, même si je caricature un peu, par certains intellos du métier. Je dis pas les intellectuels. J'ai beaucoup de respect pour les intellectuels. Mais les intellos sont des gens terriblement négatifs et qui ont des tronches comme ça et qui emmerdent tout le monde. Les intellectuels sont des gens fascinants.
Fin et élégant. Élégant. T'as pas eu peur qu'on te montre du doigt, justement, puisque tu fais du doublage? Si, un peu. Ah oui, il y avait quand même cette appréhension. Hein. Un peu. Mais fallait que je travaille. Ouais, nécessité, encore une fois. Voilà. Alors, et puis j'aimais beaucoup ça, en plus. Qu'est-ce qui t'a plu tout de suite dans l'exercice? Ah ben c'est l'immédiateté. Là, tu apprends des trucs dont tu peux te servir après sur un plateau de télé ou au théâtre. Comme quoi, par exemple? C'est cette immédiateté de compréhension. La compréhension. Et puis... Invoquer l'émotion tout de suite? Tout de suite, oui, essayer. Oui. Essayer de bien comprendre ce qui se passe tout de suite. Aller à l'essentiel. C'est-à-dire, je suis pas arrivé tout de suite. Regardez là, avant tout. C'est pas... Faut être dans les yeux du personnage. Pas forcément une question sonore. Hein. Faut être dans les yeux du personnage. Et c'est lui qui donne le là. Alors, j'aime beaucoup les dessins animés. Parce que là, on a une possibilité d'improvisation un peu dans le ton, dans le temps, puisque les labiales font juste ça, oui. Donc tu t'en sers, tu balances un truc. Et puis il y a une question d'équipe qui est très importante. C'est toujours important, mais dans le doublage aussi, on retrouve les mêmes problèmes. Contrairement à ce qu'on pense, c'est une discipline effectivement qui est très différente, mais tu retrouves les mêmes dans cette immédiateté. L'ambiance d'un plateau de doublage peut être exceptionnelle, pleine d'humour et créatrice d'idées, de réflexion, de temps, d'intonation. Là, tu parles surtout quand on a la chance de travailler avec ses camarades, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, ou ce qui est moins le cas aujourd'hui, mais tu parles de cet esprit de troupe. Ah oui, j'adore la troupe. Qu'on peut avoir ça. C'est pour ça que j'adore le théâtre. J'imagine. Aussi. La troupe, c'est pour moi ce qu'il y a de plus beau. Parce qu'on se nourrit les uns des autres. Oui, on se nourrit les uns des autres. Donc on grandit ensemble. Oui. Et puis j'aime bien les gens. Tout bêtement. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est bien. Et puis il y a cet esprit aussi aventurier, une pièce de théâtre. Tu répètes pendant 2, 3, un mois et demi, et tu sais pas où tu vas, tu sais pas. Et après, c'est toi, le rideau s'ouvre, c'est toi, t'es là. T'as pas cette peur de l'inconnu, toi? Pendant... peur, si, mais je suis prêt à l'affronter, forcément. Mais c'est toi. Et partez. Et après, il faut passer la ligne d'arrivée. Ouais. Quoi qu'il arrive. En essayant de pas tomber à vélo. En essayant. Alors le Nabo, dans Il était une fois. Le petit Nabo. Tigrou, on l'a dit. Nabo, c'est un petit con très sympathique. Un petit con très sympathique, on pourrait le dire comme ça. Tigrou, donc, Sylvestre et Sam le pirate dans Les Looney. J'apprécie son fils, j'aime le pirate. Ça aussi, c'est marrant. Jouer sur le registre vocal, sur la tessiture. On t'a demandé de trouver la voix tout de suite, on t'a expliqué, on t'a décortiqué le personnage avant que tu le trouves. Comment c'est venu? Il y a une époque où ça se faisait plus que maintenant, parce qu'on allait beaucoup moins... Tout allait moins vite, ouais. Donc des fois avant... Tu prenais le temps de chercher. Tu prenais le temps, on te faisait visionner le film. Ah oui. Ça se fait pratiquement plus. Non. C'est aberrant. Oui. Ah ouais. Et encore, quand tu vois quelque chose, aujourd'hui, l'image, tu sais, elle est pas toujours... Bon. On va passer la paranoïa des clients. Des clients. Ouais. Oh là là. Des fois, moi j'ai doublé John Lithgow, ouais. Que je double beaucoup. Une fois, je crois qu'il y avait juste la bouche. Bah ouais. Mais attends, c'est fou. Comment tu veux jouer ça? Comment tu veux être dans son œil? Oui, exactement. Mais sans l'entourage de tout le contexte, c'est tout. Là, ça devient du plus haut. C'est du comique dramatique, là, vraiment. Oui, et puis surtout, après, c'est les gens, les spectateurs qui vont en pâtir, parce que du coup, ça va affaiblir ou ramollir ton interprétation. En ça fait. peut. Donc, il y a un vrai danger au niveau de la qualité. Et je te dis pas la concentration qu'il faut avoir, là. Ouais.
Ouais, bah là, tu parlais d'écoute. J'imagine que Oh, t'as plus que ça, en fait, Ah ouais, pour te en sauver. plus, c'est de mauvaise humeur parce que tu Oui, les vois pas le conditions, truc. bah ouais. Que des qualités, enfin bref. Qu'est-ce que t'apporte le dessin animé par rapport à la fiction? Une folie. La folie. Une Je folie pensais que t'allais me dire la totale. liberté, mais... Oui, une forme de liberté, le burlesque, et puis une certaine tendresse aussi dans certains personnages. C'est marrant d'y mettre ça. Moi, un de mes plus beaux souvenirs d'enfance, c'est Bambi, tu vois. Moi, évidemment. Bouleversant. Ouais. Ouais. Là, je suis resté un peu môme. Quand tu dis là, c'est tout le temps, en fait. Oui, oui, oui. Il n'y a pas que quand tu t'attaques à des dessins animés. Je pense que... Je me disais, je pense qu'on a une fascination, une admiration pour les comédiens parce qu'en fait, ce sont des enfants qui n'ont pas abandonné leurs rêves. Oui, exactement. Ça, ça a été un des problèmes de Michael Jackson. Ah oui, bah, lui, Oui, littéralement, oui. il est resté enfant, oui, dans Oui, sa tête. oui, 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 Ouais. oui, oui. Mais effectivement, je crois que c'est ça. Jacques Fabry, qui était un comédien remarquable, qui avait eu un moment de gloire très important, parce qu'il avait fait une grande série qui s'appelait Schulmeister à la télé, Ouais. et qui me disait conserve ton enfance. C'est très important pour notre métier. Tu vois, j'ai eu des gens comme ça, ils m'ont dit des choses que je trouve essentielles et dont je me sers toujours. C'est fou. T'as glané ça et là Oui, des leçons de vie, ouais. en fait. Ah oui, C'est oui, pas oui, que oui. par rapport au métier, c'est... Ah ouais. Parce que reste enfant, c'est très chouette pour le comédien que tu es, mais c'est également un cadeau pour la vie, si Mais tu bi- sais rester enfant. Mais bien sûr, bien Ouais. sûr, bien sûr. Oui, 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 oui. Est-ce qu'il y en a un dans ces personnages que j'ai cités que tu retrouves avec plus de plaisir et d'affection? Oh, c'est Tigrou. Tigro, pourquoi? Ah, parce que je trouve qu'il est totalement positif. Il saute dans tous les coins. Il a une énergie communicative. Moi, j'ai des mots. Tu sais, je fais depuis quelques années de plus en plus de conventions. Ouais, bien sûr. J'ai découvert ça. Et j'ai découvert ça avec un peu, au départ, une certaine méfiance. Première fois que je suis arrivé, T'avais peur de quoi? j'ai découvert une sorte de peur. J'avais peur de rien au départ. Et puis je suis arrivé, j'ai vu tous ces gens costumés, peinturlurés, tout ça. Et je me suis dit, mais où suis-je là? Est-ce que tous ces gens-là ont des problèmes plus importants? Toi, tu as peur des gens en costume? Oui, non, mais... Et en fait, j'ai découvert, mais un bonheur de discuter avec ces gens qui viennent te remercier en te faisant signer des autographes, mais j'en ai les larmes aux yeux parfois, je suis sincère, et eux aussi, car d'un seul coup, ils font un trait d'union, et tu te rends compte la beauté de ce métier. Tout le monde ne peut pas le faire, bien sûr, tout le monde n'a pas la chance de le faire, mais de voir quelqu'un venir vers toi et de te dire « Bonjour monsieur, je voulais absolument vous rencontrer parce que je voulais vous remercier de m'avoir fait rêver quand j'étais petit. » Oh. Bon, tu te dis, bon, si ça s'arrête demain, tant pis. Ouais. J'ai pas tout raté, tu vois. T'as accompli ton œuvre. C'est magnifique. Tu parlais de Bambi, imagine si t'as la voix de Bambi qui vient te voir et ah oui, mais oui, exactement, mots. c'est exactement, ça. Hein. Exactement. Ah, c'est fou, c'est fou. Puis la voix est une forme de séduction aussi, on s'en rend compte dans les rapports entre mes femmes et tout, ça compte beaucoup. Ouais. Bah oui, la voix ça compte beaucoup. On est là justement pour en parler. Quel est le secret pour bien incarner un personnage de dessin animé? Le secret. T'as un ingrédient? Non, on vient d'en parler. Ce rapport à tout ça, avoir la chance d'avoir gardé de l'enfance en soi,
et envie de transmettre, envie de parler aux enfants aussi. On parle aux grands aussi, aux grands enfants, mais faire des choses pour les enfants, leur donner du bonheur, et puis être enfant soi-même à la barre. D'un seul coup, on retrouve l'enfance. Tu penses ça aux gens à qui tu t'adresses quand tu es à la barre? Oui. Ah oui. J'y pense pas spontanément tout le temps, mais d'un seul coup, quand je fais un petit retour sur moi-même, ou que je suis en écoute, en train de regarder les autres, en train de me dire tiens, c'est sympa ici, je passe un bon moment, et clac, ça vient, et j'y pense. Oui. Est-ce que tu préfères la création de voix ou bien t'appuyer sur un visuel, sur un dessin animé? Je me suis jamais posé la question. La création de voix, oui, c'est bien. On n'en fait pas beaucoup. C'est vrai. Oui, c'est intéressant. Les deux sont intéressants. C'est simplement un exercice différent? Oui, c'est un exercice différent. Oui. Ok, pas de préférence. Qui paye l'addition au resto, plutôt sur Hugues ou Mela? Ah, que c'est drôle. Mais tu veux me faire fâcher avec tout le monde. Moi. Voilà, je leur enverrai. Au théâtre, t'en as parlé tout à l'heure. Le trac existe-t-il encore après toutes ces années? Je suis mort de trac. Mais pourquoi? En venant ici, j'avais le trac. Ah mais c'est fou ça. Ouais, c'est comme ça. Ça me fatigue un peu des fois. Ouais, j'imagine. Ah oui. Tu sais, je pense que tu as accumulé suffisamment de preuves concrètes pour te permettre de plus avoir le trac. Oui, mais ça, c'est la théorie. Oui, je sais. Comme ça. Tu sais, c'est bon. Là, on est dans le doublage. Là, on est. Je sais qu'on peut couper, si je dis des conneries, tout ça, mais c'est pas toujours le cas. Et à l'époque que nous vivons avec les réseaux sociaux et l'interprétation du changement de contexte qu'on peut mettre à une phrase dans la presse, ça devient très 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 dangereux et ça te met un bon coup sur la spontanéité, parce que tu dis putain, quand on voit tout ce qu'il y a, tous les problèmes qu'il y a, toutes les saloperies qu'on entend sur les gens, le harcèlement, ça, c'est dégueulasse. Une fois de plus, on se sert de ces plus grandes inventions techniques qui sont des bijoux pour la mauvaise cause. Ça, malheureusement, avec l'IA, on peut te faire dire n'importe quoi. Oh, n'importe quoi. C'est affreux. Les gens ne savent plus quoi penser, à qui se vouer, à qui se fier. Est-ce qu'on n'est pas en train de me raconter des trucs? Mais c'est terrifiant. Je pense que, alors c'est n'est que mon avis, mais la meilleure réponse, c'est de s'en fiche, en fait, d'être toi-même. Et puis, de toute façon, avant, les gens coupaient, tu vois, là, on va parler pendant 1 heure. Les gens vous coupaient des petits bouts pour dire « Ah, vous voyez, il est comme ci ou il est comme ça. Il est plutôt de gauche ou plutôt de droite parce qu'il a dit ci, il a dit ça. » Et aujourd'hui, non seulement ils coupent, mais en plus ils déforment, ils te font dire autre chose. Donc, tu peux pas lutter, en fait. Donc, les gens penseront ce qu'ils veulent. Du moment que toi, t'es bien, tu te regardes le matin, tu peux te regarder dans la glace. Oui. Après, tu sais... Oui, mais si ça te crée tellement de problèmes que tu peux plus te regarder dans la glace parce que t'as plus les moyens de t'offrir une glace, il y a des gens dont la carrière a été brisée et qui ont du mal à bouffer. Sur des calomnies, tu veux dire ? Sur des calomnies. Ouais, c'est dramatique. Et qui ont été reconnus non coupables. Non, mais ça, c'est dramatique. C'est affreux. Quand une chose pareille arrive, je pense que l'État devrait leur donner au moins une somme d'argent considérable. Leur vie est foutue. Ouais. Oui,
De toute façon, j'allais dire faire mentir les gens, c'est pas bien, mais c'est au-delà de ça, quoi. C'est faire dire n'importe quoi à qui que ce soit, Oh là là. c'est vraiment un vrai drame. Ah oui, c'est la trahison de l'être en ce qu'il a de plus... Ah là là. En fait, surtout, c'est la volonté derrière, en fait, qui est dérangeante. C'est pourquoi vouloir nuire à ce point-là à quelqu'un Oui. majoritairement qu'on ne connaît pas. Oui, bien sûr. Et c'est là que, bon, si ça peut rassurer, c'est sur les réseaux, c'est sur Internet, mais c'est pas la vraie vie. Bien Parce sûr. que la majorité des gens n'est pas comme ça et n'a pas cette logique, donc il faut relativiser aussi. Je sais que c'est compliqué quand tu parles de cas extrêmes, mais bon. Oui, mais c'est souvent les minorités qui font le plus de pétard. bruit. Oui. Ouais. Faut pas... Écoute, la tyrannie de la minorité, bon, c'est un vaste sujet, mais bon, écoutons. Comment différencies-tu le travail au théâtre des autres disciplines ? Ah bah, il y a déjà le problème de mémoire, qui est colossal. C'est un problème pour toi ? C'est pas un problème. Enfin, je veux dire, c'est pas une difficulté majeure, mais c'est un problème. C'est un paramètre. C'est un paramètre. Quand tu t'envoies les 1600 vers de Cyrano, tu te dis, bon, maintenant, pendant 2h30, je vais essayer de pas me tromper. C'est terrible. Combien de fois tu l'as joué, Cyrano ? 200, 250 fois, 220 fois, oui. Et à chaque fois, il y avait cette appréhension, faut pas que j'oublie Oui, faut pas mot. que j'oublie. Et puis en plus, quand tu es dans les vers, c'est autre chose. Alors ça peut être un appui. Les alexandrins, ça peut être un appui musical, poétiquement musical. Ouais. Mais tu peux pas difficilement remplacer un mot par un autre, tu vois. Et improviser. Improviser, il n'en est pas question. Donc, c'est un problème. Mais il est plus facile d'avoir une petite faiblesse dans une pièce de divertissement, hein, bien sûr. Et puis à ce moment-là, tu te mets le public dans la poche. Parce que ça peut même être des moments très sympathiques. Sauf si on s'en sert en faisant croire que c'est des moments d'improvisation. Pourquoi ? Ah bah, je connais des gens qui font semblant de se tromper, et pour qu'après il y ait un contact là-dessus avec la salle. Ah, j'avais jamais pensé à ça, c'est marrant. Et que il crée une autre petite situation en improvisant et en jouant avec le public. Alors que c'est tellement beau quand c'est spontané, tu vois. Un vrai accident. Ouais. Ah ouais, donc il simule une authenticité. Oui. Pas beaucoup, mais ça existe. Ok. Et ça me plaît pas du tout. Bah non, c'est étrange. Bon, écoute. Et toi, des moments de vraie complicité où tu savais pas trop où t'allais et tu te rappelles de moments comme ça ? Pour reprendre Cyrano, ça me fait penser à une chose. Il m'est arrivé une chose invraisemblable dont jamais je me serais senti capable. Et peut-être que j'ai réussi à le faire parce que j'étais dans un état de grâce au moment de Cyrano et que je serais plus capable du tout. Mais alors, d'abord, il y a deux choses. Il y a un échange d'amour par rapport à une pièce de cette qualité-là, exceptionnelle avec les gens, ce qui fait que le premier soir où j'ai commencé la tirade du balcon, je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop, ton nom est dans mon cœur, comme dans un grelot, et comme tout le temps Hudson, je frissonne, tout le temps le grelot s'agite et le nom sonne. Magnifique. Bon, et ça c'est une chose. Et je vais pour commencer la tirade, et 2 secondes avant moi, il y a quelqu'un qui commence la tirade. Tellement ils aimaient ça. Ah, dans le public, tu veux dire ? Dans le public, oui. Tellement ils aiment ça. Ils peuvent pas s'empêcher de le dire avant moi. C'est comme... Alors au départ, t'es perdu. C'est catastrophique. Tu te dis, mais je vais m'en sortir comment ? Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout des perturbateurs. Ils aimaient trop. Oui, c'est des Ils amoureux. pouvaient pas s'empêcher. Et je l'ai pris comme ça. Et après,
quand ça n'arrivait pas, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. C'est marrant, ça. C'est marrant. Et du coup, tu jouais avec? Comment t'as fait? Ben, j'acceptais ces 2-3 secondes de bizarreté. Parce que c'était un acte d'amour et pas un acte perturbateur. Par contre, quand j'ai entendu un portable dans la salle à la mort de Cyrano, là j'avais envie de prendre mon épée et de lui enfoncer dans les dents. Ouais, ça, bon, c'est moins drôle. C'est un petit peu anachronique, faut dire, monsieur. Faut dire, rangez votre portable. Oui. Qu'est-ce qu'un acteur? Qu'est-ce qu'un acteur? Vaste problème. C'est quelqu'un peut-être qui sait pas très bien qui il est, et de toute façon, c'est un partageur. Un partageur. Ouais. Moi, je fais ce métier aussi beaucoup pour le partage. Alors, qu'est-ce qu'il partage, l'acteur? L'émotion? Et l'émotion. Il provoque des émotions et il reçoit des émotions. C'est un acte d'amour aussi, le théâtre. Tu dis je t'aime et tu as envie qu'on te réponde je t'aime aussi. Et c'est pas toujours le cas. Tu crois que c'est cette vulnérabilité qui rend le théâtre si séduisant? Ça en fait partie. Oui, ça en fait partie. Qu'est-ce qu'un bon acteur? C'est un acteur qui m'émeut et qui me plaît à moi. Non, je blague. À toi et pas aux autres. Comment on te plaît quand on est un acteur? Comment quoi? On te plaît? Ben, là, je retourne le problème dont je viens de parler en tant que professionnel. On me plaît. D'abord, moi, je suis très public. Je suis pas acteur quand je vais voir les acteurs. Je me laisse complètement embarquer. Si j'oublie le nom de mon pote qui joue ou de la personne qui joue au bout d'une minute, c'est gagné pour moi. Et c'est gagné pour lui. Ouais. Si j'oublie, mais ça t'arrive de pas l'oublier, et là, c'est pas bon signe. C'est moins intéressant. Ouais, donc tu veux qu'on t'embarque dans une histoire. Qu'on m'embarque complètement. Toujours ce goût de l'aventure, alors. Quels sont les camarades du milieu avec lesquels tu as le plus partagé? Oh là là. Sans faire une liste exhaustive, bien sûr. J'ai beaucoup de camarades, j'ai quelques bons amis, j'ai 3-4 grands amis. Ça, c'est difficile parce que je vais forcément en oublier, ça leur fera de la peine. Mais bon, Chez les gens qu'on regrette, peut-être. Oh bah Roger Carrel. Roger Carrel, c'était mon frère, mon père. Il m'a appris 10 000 choses. En plus, il était très émouvant parce qu'il avait joué avec mon père. Ah. Et donc il y avait un lien quand tu étais avec lui? Alors il a joué avec mon père, il a joué avec moi et il a fait du doublage avec ma fille. Donc, il disait à Laura, dépêche-toi de faire un autre. Comme ça, j'aurais travaillé avec les 4 générations. C'était un homme drôle, charmant, talentueux. Je l'ai côtoyé beaucoup en doublage, beaucoup dans la vie, car on se voyait énormément. On a tourné ensemble une grande série qui s'appelait La Nouvelle Malle des Indes. On est parti dans tous les pays ensemble. On a fait les pires bêtises ensemble parce que c'était loin d'être un triste dans la vie aussi. Et non, il me manque beaucoup, mon Gégers. Je discute avec lui de temps en temps. Ah, c'est mignon. Ouais. Je discute pas mal avec les gens qui sont partis faire un stage de longue durée. Où ça? En haut, en bas, à côté, je sais pas. Je crois que c'est Roger Carrel, le nom qui revient le plus dans cette émission quand les gens rendent hommage ou pensent à quelqu'un qui représente le mieux le métier, Je pense que ça a été l'un de ses meilleurs ambassadeurs. Ouais. J'aimais beaucoup Francis Lax aussi. Ah, Francis, c'était un numéro, je crois. Ah, numéro exceptionnel. Et puis,
en dehors du doublage, dans du Bourvil a beaucoup compté pour moi. Pour moi, c'était un immense acteur, capable, donc, on le disait tout à l'heure, de se déplacer. J'ai été très amoureux de tous les grands acteurs américains de western. John Wayne. John Wayne, Gary Cooper. Tous ces gens-là, ils m'ont impressionné, ils m'ont donné envie de leur ressembler. Très admirateur qui jouait James Bond 007. Sean Connery, qui était un grand acteur shakespearien, et qui devenait l'agent 007. Je trouve ça formidable. Là aussi, moi, c'est vrai, on retombe dans tout ce dont nous parlions il y a quelques minutes. L'enfance. Oui, j'ai été amoureux aussi de quelques belles femmes. Naturellement, tu as cité Brigitte Bardot que de Cardinal. Comment ne pas l'être déjà? Exactement. C'est compliqué. Elle rend des choses compliquées. Franchement, il faut exprès. Quelle qualité faut-il pour durer dans le divertissement? Avant toute chose, il faut une bonne santé. Ah oui, tu m'étonnes quand tu parles des journées que tu faisais. Physique et morale. Pourquoi morale? Parce que c'est quand même un métier où on entend tout et n'importe quoi, et tout peut être sujet à tout et n'importe quoi, selon l'interprétation des gens. Nous sommes des acteurs-interprètes, mais tout ce qui est autour de nous, ce sont de sacrés interprètes aussi, et parfois dans le mauvais sens du terme. C'est qui ceux qui sont autour de toi? Je parle du public en général, des mauvais pensants. Il y en a pas mal dans le métier. Les jaloux, les aigris. Oui, ce que j'allais dire, c'est pas des mauvaises personnes, c'est simplement la jalousie. Oui, qui envie ta carrière, ce que toi tu vis et que. Oui, exactement. C'est ça, mais c'est pas une raison pour faire le mal après. Non. Il y a une jeune femme qui est la fille d'un ami à moi qui est Jean-Pierre Bouvier, qui est un bon comédien et qui a dit des choses formidables au Molière l'autre jour. Je parle pas de la cérémonie dans son intégralité, il y a à redire, mais là, elle a dit des choses sur elle a fait une petite mise au point sur la soi-disant, les soi-disant avantages permanents, privilèges des acteurs, en disant, écoutez, il faut arrêter avec tout ce cirque. C'est vrai, il y a le très beau côté de la vie, les paillettes et tout ça, mais elle a donné un chiffre. Si l'on met bout à bout actuellement les cachets de tous les artistes-interprètes, on arrive à 500 € et des poussières par mois. Donc, ça ne peut pas être un privilège en permanence et à des avantages permanents. Il y a aussi des fossés vertigineux dans notre métier et des gens qui crèvent la dalle et qui sont bourrés de talent. Oui, parce qu'on parle, quand les gens pensent comédien, ils pensent qu'au 1%. Exactement. Qu'on voit au cinéma. Exactement. Alors, oui, eux, ils ont la chance d'être dans les 1%. Bien sûr. Mais les 99 autres, ils ont moins cette chance et ils touchent beaucoup moins bien leur vie. Exactement. Donc c'est aussi bien de le rappeler. Alors, c'était bien qu'elle dise ça, parce que ça permet un peu de remettre les choses un peu en place. Oui, surtout au Molière, et puis à des endroits qui comptent, avec des oreilles attentives. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si tu devais résumer ta carrière en 3 grandes étapes, lesquelles choisirais-tu ? 3 grandes étapes par rapport à des titres ou par rapport à des ambiances en général 3 grandes étapes, de manière générale. On parlait du vélo tout à l'heure, c'est pour ça que ça me fait rigoler le mot étape. Des moments charnières. Ouais, moment charnière, Cyrano. Sans hésiter. Mais parce que sans quoi, j'ai du mal à résumer ma carrière, car je suis encore très 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 actif. J'ai la chance de pouvoir être très actif et d'être dans le présent
presque 24 heures sur 24. Donc, j'ai du mal à regarder dans le rétro. À regarder dans le rétro. Ouais. Et on te remercie d'être actif. Quel compliment a eu le plus d'impact? C'est un honnête homme. L'honnêteté. L'honnêteté. L'honnêteté vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même. Je trouve que ça aussi, c'est très... Ça se perd? C'est très dévaluant de dire que la gentillesse, c'est forcément une force de connerie. Ça, c'est lamentable. Il est très gentil, il est trop gentil, il est con. Moi, j'ai entendu ça très souvent. Mais si on arrive à une vraie gentillesse, mais c'est presque gagné. C'est formidable, hein, un vrai gentil. Bravo, monsieur, merci, j'ai envie de vous ressembler. C'est pas un bonnet. Non, c'est un exemple. C'est un exemple. Alors que la plupart des gens souhaitent partir en retraite le plus tôt possible. C'est quoi? C'est quoi? Ça brûle ses saucisses. Voilà. Donc toi, après cette longue et riche carrière, tu sembles toujours autant aimer ton métier, voire plus que jamais. Oui. Pour quelle raison? C'est ma respiration. C'est tout. Je pense que si j'arrêterais, le jour où j'arrêterais, j'ai une partie de ma respiration. Je respirerais moins bien. C'est marrant ce que tu me dis sur la respiration. Le mot respiration. Jean Barnet m'a dit que c'était la base de tout comédien. Ah oui, mais techniquement aussi. Oui. Ah, la mise en place de la respiration dans un rôle, c'est capital. Parce que si tu respires au mauvais moment, ou si tu expires au moment, tu ne peux plus aller au bout de ton sentiment. C'est chouette ça. On n'y pense jamais. La technique est très importante, mais une belle technique, c'est celle qui s'oublie. J'ai eu un grand ami qui s'appelait Alexis Grus. Tu connais Alexis Grus? Non, je n'ai pas connu. Ah, c'est un homme de cirque formidable. D'accord. Le cirque Grus. Ah, ok. Et il disait trop de travail. Attends, qu'est-ce qu'il disait? Le travail tue le travail. Le travail tue le travail. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on voit le travail. Exactement. Ok. Mais il faut pas arrêter de. En fait, je pense qu'il faut. Le travail, c'est sain et positif, mais il faut passer le stade du travail. Oui, voilà. Pour l'accumuler. Je suis d'accord avec toi. C'est ça, ouais. Oui. Ta fille Laura a une superbe carrière au doublage. Elle est d'ailleurs pas loin, là, à quelques mètres de nous, en train de travailler. Elle, il faudra que nous on discute. Quel regard portes-tu dessus? Je suis très fier d'elle parce que elle réussit sa vie. Elle aussi, elle n'a pas cherché à devenir, à essayer de battre papa et tout ça. Non, c'est l'exemple de notre respiration familiale avec elle quand elle était petite qui lui a donné envie de respirer de cette façon-là. Et elle est heureuse dans ce qu'elle fait. Et elle adore le doublage. Ouais. Ça lui plaît, vraiment. Et je suis content comme tout. Je pensais pas du tout qu'elle allait réaliser une carrière comme ça, qu'elle allait avoir un poste comme ça dans le doublage, du tout. C'est le jour où je l'ai fait venir sur un plateau où Francis Lac a dû la faire venir. Elle était haute comme 3 pommes. Elle t'a étonné? Elle m'a étonné, oui. Elle m'épate parce que elle réussit. Je crois qu'elle réussit sa vie. Ah bah je peux le confirmer, hein, pour aussi être dans le métier, elle est incontournable aujourd'hui. Ouais. Et puis elle fait très bien tout ce qu'elle fait. Ah, c'est bien. On lui fait un coucou et on a joué ensemble, hein, au théâtre aussi. Raconte-moi. Avec
avec Laura. Oui, oui, oui. Elle a, un jour, elle a remplacé Roxane. D'accord. Tu imagines ce que c'est pour un père de dire je t'aime à sa fille, mais comme ça, au balcon. C'est des beaux moments, ça. Ouais, apparemment, t'en gardes un souvenir ému, c'est Ah chouette. oui, mais bien sûr, bien Ouais, sûr. évidemment. Ouais. Est-ce que tu lui as donné des conseils à ses débuts? Oui, très peu. Très, très, très peu. Je lui ai dit je lui ai parlé du travail en général, non, mais je lui laisse le plus possible son libre arbitre. Elle sait où elle va. C'est bien, c'est bien. Bon, chouette. Eh ben, recoucou et rebisous à Laura, alors. Les aînés me disent que la société a changé. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans des chercheurs de plaisir, mais des éviteurs d'inconfort. Ah, moi, moi, d'abord, j'aurais dit que que nous étions oui, des rechercheurs. Ouais. Bon, je trouve qu'on est toujours des passeurs de bonheur quand même. Des passeurs de bonheur. Voilà, oui. Quand tu dis nous, c'est qui? Bah, les comédiens en général. Les comédiens. On vit une époque anxiogène. Oui. Épidémie de solitude, explosion des maladies mentales. Le taux de suicide chez les jeunes n'a jamais été aussi haut. Les psychologues qui n'existaient pas avant 1985 sont surchargés. Selon toi, qu'est-ce qu'on a perdu de vue pour mieux prendre la vie du bon côté? La simplicité. La simplicité, l'écoute et le respect de l'autre. Les gens s'écoutent plus? Beaucoup moins, j'ai l'impression, vraiment. Les gens s'écoutent plus et ils s'aiment de moins en moins, j'ai l'impression. Est-ce que parce qu'ils s'écoutent plus, ils s'aiment de moins en moins, ou est-ce que ça n'a pas de rapport? Est-ce que parce qu'ils ne s'écoutent plus, ils s'aiment de moins en moins? Oui, je pense que c'est parce qu'ils s'écoutent plus, ils s'aiment de moins en moins. La base, c'est l'écoute? Oui, je crois. Être de mauvaise humeur, c'est facile. Comment, au contraire, cultive-t-on le positivisme pour en avoir suffisamment pour pouvoir en faire profiter les autres? Il n'y a pas de recette à ça. T'as l'air de t'en sortir pas mal, c'est pour ça que je te pose la question. Moi, je suis positif. Donc, Mais c'est une vraie force, vraiment. Hein, c'est quelque chose qu'on met pas suffisamment en valeur. C'est une vraie force, oui, oui, oui. Voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, je le vois toujours à moitié plein. T'as des recettes? Comment on fait? Non, je suis comme ça, monsieur. Faire semblant d'être stupide? Faire semblant d'être idiot? On va pas recommencer. Pourquoi est-ce qu'on en veut toujours plus? Plus d'argent, plus de célébrité, plus de succès? Ben parce qu'on a peur, parce qu'on a peur et on croit que ça va nous guérir d'accumuler les choses. Ce qui est, à mon avis, pas forcément la bonne solution. Il faut avoir des grands garages. Hein. Oui, de très grands. Ouais. Ils ont des grandes gueules aussi, souvent. Comment on se satisfait de ce qu'on a? Je vais te citer en réponse à une phrase de Jules Renard. Avec plaisir. Le secret du bonheur, c'est savoir se contenter de ce que l'on n'a pas. Je laisse planer ça, c'est pas mal. Hey, c'est pas mal. J'y pense à ça. Pas mal. Ok. Mais bien sûr, on n'a pas besoin de tant de choses pour être heureux. Ça fait bien faut pas se laisser piéger par le mauvais côté de la société de consommation et de croire que t'es un moins que rien parce que t'as pas le dernier poste de télévision avec girouette et non, c'est pas ça du tout. Ouais. C'est vrai que les postes de télévision avec girouette, c'est plus simple que ça. Ouais, bien sûr. Le bonheur, c'est un regard, c'est une écoute, c'est l'autre, c'est l'humour, c'est plein de choses. Allez, on va se faire une petite conclusion. Notre désir dépasse toujours la capacité de la réalité à le satisfaire.
Notre désir dépasse toujours la Oui. capacité de la réalité à le satisfaire. Oui, Ton point de vue? je m'en fous. C'est bien aussi. Voilà. C'est vrai que c'est aussi une qualité qu'on n'a plus de s'en foutre. Ah oui. Tu parlais de l'insouciance tout à l'heure. Ouais. Je pense que les gens à l'époque, lui il a dit un tel sur toi, je m'en fous. Je m'en fous. Alors, il n'y avait pas, comme tu disais tout à l'heure, il n'y avait pas les réseaux sociaux, Internet, et les choses restent ancrées. Blablabla, comme Voilà. ça, oui. Mais elles restent ancrées, mais elles sont tellement éphémères en même temps. Oui. Donc je pense que je m'en fous, c'est bien. Voilà. Ou alors, si on veut vraiment être franc, je travaille pour m'en foutre. Ah, ok. Voilà. Ok, c'est bien. Alors il faut travailler pour s'en foutre. Ah mais oui. Je pense que la bienveillance, l'amour, l'amitié, c'est les plus belles choses, mais c'est des choses difficiles et qu'il faut y travailler quotidiennement. La bienveillance, l'amour et l'amitié. Ouais. En se posant au lieu de se poser des questions sur les autres, sans arrêt, se poser aussi des questions sur soi-même, qui font pas toujours plaisir. Bah, c'est pour ça qu'on pointe du doigt les autres, parce que justement, se regarder dans la glace, oui, c'est plus difficile. Oui. Ouais. Mais enfin, c'est pas facile. Hein. Non. Si tu réussis ça par rapport à ce que je viens de te dire, c'est déjà gagné. C'est déjà, il y a un petit truc qui marche. Allez, je t'en fais une petite dernière pour la route. Naval Ravikant déclare « Si vous ne pouvez pas être heureux avec une tasse de café, vous ne serez pas heureux avec un yacht. » Que penses-tu avoir appris sur le bonheur au cours de ta vie? Je répondrais, si vous ne pouvez pas être capable avec un verre de bon vin, être satisfait, vous serez forcément avec un yacht. C'est plus vin que café, toi. Oui. Le matin, tu bois un petit rouge avant de... Non. Ça a dû m'arriver quand j'étais jeune comédien et que je voulais jouer au grand. Tu sais, aux comédiens qui se laissent aller, qui est bizarre et tout. Donc, effectivement, je me rappelle, j'étais à la Comédie de Saint-Étienne. Et avec 2-3 copains, on faisait les hommes, les artistes, qui font pas comme les autres. Hop, on se faisait un petit blanc et tout ça. J'ai beaucoup changé depuis. Mais je suis quand même capable de me faire un petit blanc. Mais pas du tout pour les mêmes raisons. J'espère. Ah oui, quand même. Gardons ce savoir-vivre. Merci Patrick d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. C'était très agréable. Salut l'artiste.